Bonjour. Février 1917, la Russie tsariste de Nicolas II vient de basculer dans la Révolution, qui sera suivie en octobre de la même année par le coup d'État bolchevique. 1917-2017, 100 ans après, les écrits commémoratifs de cet événement dantesque qui a changé la face du XXe siècle fusent ici et là, éclairant, notamment à partir des archives russes, les contours complexes et traumatisants de ce qui en partie fut une guerre civile. Un des ouvrages les mieux documentés sur cette période, la guerre civile russe 1917-1922, une exceptionnelle fresque historique qui se lit aussi comme un roman historique où les poupées russes, aussi bien de la grande que de la petite histoire, s'emboîtent les unes dans les autres, vient d'être publié aux éditions Perrin sous la plume experte d'Alexandre Jevakov, historien et haut fonctionnaire français, grand spécialiste de la Russie d'hier et d'aujourd'hui, qui sera donc mon invité pour le grand entretien après votre traditionnel journal de l'orthodoxie. Bonne émission à tous. Paris, réunion le 17 janvier dernier de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, suivie de la traditionnelle cérémonie des vœux aux autorités civiles et religieuses à la cathédrale Saint-Stéphane. Paris toujours, le patriarche serbe Irénée, en escale en février dernier à Paris avant sa visite au Canada, a rencontré Monseigneur Luc, l'évêque du diocèse serbe en France et en Europe occidentale, à l'aéroport Charles de Gaulle. Auvers-sur-Oise, le célèbre village impressionniste au nord-ouest de Paris, accueillera un nouveau lieu de culte orthodoxe. La fameuse chapelle Saint-Nicolas, construite en 1907 et mise en vente fin 2015 par l'Église catholique, vient d'être acquise par la métropole orthodoxe roumaine. Boston, le métropolite Emmanuel de France a représenté en février dernier le patriarcat œcuménique de Constantinople au colloque organisé par l'Université de Tufts sur le problème de l'émigration en Europe. Suisse, un an après la première rencontre historique entre le pape François de Rome et le patriarche Kirill de Moscou à La Havane, à Cuba, l'Institut d'études œcuméniques de l'Université de Fribourg en Suisse a organisé le 12 février une manifestation pour commémorer cet événement en présence du métropolite Hilarion de Volokolamsk, du métropolite Jérémie de Suisse et de l'archevêque Michel de Genève. Turquie, le patriarcat œcuménique de Constantinople et l'archevêché de Canterbury ont parrainé le forum sur l'esclavage moderne, Sins Before Our Eyes, an International Forum about Modern Slavery, qui s'est tenu au Phanar, siège du patriarcat œcuménique à Istanbul, les 6 et 7 février dernier. Une déclaration commune a d'ailleurs été signée par les deux primats chrétiens condamnant toute forme d'esclavage moderne. Moscou, le 17 février dernier, le patriarche Kirill de Moscou s'est exprimé à la cathédrale du Saint-Sauveur à Moscou à propos des contestations publiques relatives à la restitution à l'Église de la célèbre cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, tout en soulignant qu'il s'agit là, 100 ans après la Révolution de 1917, d'un geste de réconciliation entre les Russes. Il s'est engagé à maintenir la cathédrale ouverte à tous ceux qui veulent s'y rendre, soit pour prier ou bien pour contempler la beauté de ce lieu. Liban, le lundi 30 janvier dernier, le président de la République libanaise, le général Michel Aoun, a remis les insignes d'officier de l'Ordre national du Cèdre à Monseigneur Georges Khodr, métropolite du Mont-Liban, âgé aujourd'hui de 93 ans, en hommage à sa stature exceptionnelle, et ce, en présence du patriarche Jean X d'Antioche et plusieurs officiels libanais et les membres de la famille du métropolite. Washington, l'archevêque Dimitrios, primat du diocèse du patriarcat œcuménique de Constantinople aux États-Unis, a pris part à la tribune des personnalités éminentes au Capitole à la cérémonie d'investiture du président Donald Trump. Riverdale, États-Unis, décès dimanche 29 janvier dernier de Juliana Osorgin Schmemann, épouse du regretté père Alexandre Schmemann, un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle. Roumanie, décès toujours à l'âge de 83 ans de Lydia Staniloe, fille du célèbre prêtre et théologien roumain Dimitri Staniloe. Lydia était scientifique, spécialiste de physique nucléaire, mais aussi poète et écrivaine, auteur de plusieurs ouvrages. Le patriarche Daniel lui avait offert en 2013 le diplôme et la médaille commémorative en l'honneur du père Dimitri Staniloe, et en 2014, le même patriarche Daniel de Roumanie lui a accordé l'ordre de la Croix de Maria Branchevanu. Publication Traité de résistance pour le monde qui vient, un livre qui fait déjà beaucoup parler de lui dans la presse, vient d'être publié par Bertrand Vergely, professeur à l'Institut de théologie Saint-Serge de Paris, aux éditions Le Passeur, à l'occasion des 100 ans de la Révolution en Russie, mentionnant une histoire
Secrète de la Révolution russe, que vient de publier aux éditions du Rocher Victor Loupan, journaliste et éditeur, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la Russie et le monde communiste, une des voix orthodoxes de Radio Notre-Dame. Signalons aussi à écouter en podcast sur le site de France Culture la série documentaire en 4 épisodes, 100 ans après la Révolution russe, héritée de 1917, qui a été diffusée du lundi 20 au jeudi 23 février dernier sur France Culture et qui a été réalisée par Julie Bérécy avec la contribution de Xenia et Nikita Krivosheïn. La Russie encore et encore. La Russie se couvrira de brouillard, la mer se démontera et le théâtre s'effondrera. Paroles visionnaires de Dostoïevski écrites en 1871 dans son ouvrage Les démons. Paroles qui prédisent l'imminence de grands bouleversements traumatisants en Russie que déclenche la révolution de 1917. 100 ans après, cette révolution qui a commencé en février 1917 et puis le coup d'État bolchevique d'octobre 1917 qui l'a suivi, l'a récupérée et détournée, ont plongé l'ancien empire des tsars pendant 5 ans dans une tragique guerre civile. Le livre que vient de publier à ce propos Alexandre Jivakov, mon invité, La guerre civile russe 1917-1922 aux éditions Perrin, est une exceptionnelle fresque historique, passionnante et tout autant dépassionnée, richement documentée par l'excavation de plusieurs archives russes et alimentée et nourrie par une bibliographie impressionnante. Février 1917, donc c'est un théâtre d'ombre et de lumière qui vient d'éclater au grand jour, dans cette Russie éternelle, telle qu'aimait la qualifier le général de Gaulle, cette Russie temporelle et intemporelle, qui intègre, transcende et dépasse tous les contrastes sans cesse étouffés et sans cesse alimentés. Ceux d'une grande nation où, dit-on, bonheur et malheur ne cessent d'entretenir des relations compliquées, où se côtoient et parfois copulent et le bien et le mal, la beauté sublimée et la laideur toute incarnée. Un théâtre d'ombre et de lumière dont on ne peut comprendre les jaillissements et traumatismes que si on plonge dans les racines des contrastes et contradictions meurtrières parfois de la Russie depuis le tsar Alexandre II, celui qui abolit le servage en Russie et le payait de sa vie, mort assassiné, puis en passant par le règne d'Alexandre III, puis de Nicolas II, des événements tragiques de 1905, puis de 1913, etc. Dans cette fresque historique où s'opposent les rouges partisans de la révolution mondiale et d'une dictature du prolétariat aussi messianique que totalitaire, les blancs combattant d'abord et avant tout pour la défense de la patrie russe, les paysans essentiellement préoccupés par la propriété de la terre, les alliés et les Allemands pour lesquels la Russie n'est qu'un théâtre de rivalité et d'intérêt. Les événements et les acteurs de ce théâtre d'ombre et de lumière s'emboîtent sous la plume diserte et alerte et experte d'Alexandre Jivakov. Il s'agit là d'une fresque qui se lit aussi comme un roman historique où s'emboîtent avec brio les poupées russes de la grande et de la petite histoire, s'emboîtent les unes dans les autres. Une fresque qui témoigne avec brio de l'immensité et la diversité d'un champ de bataille où se déroule une guerre de mouvement, où s'impose un système terroriste, où s'affrontent des hommes que tout semble opposer. Alexandre Jivakov, que je reçois avec plaisir aujourd'hui pour parler des contours complexes et traumatisants de cet événement dantesque qui a changé la face du XXe siècle, est un historien et haut fonctionnaire français, marguillier, ça veut dire dans le langage de l'Église, administrateur civil laïque de la cathédrale orthodoxe russe Saint-Alexandre Nevski à Paris, grand spécialiste de la Russie d'hier et d'aujourd'hui, auteur, entre autres, de plusieurs ouvrages, le roman des Russes à Paris aux éditions du Rocher, les Russes blancs aux éditions Texto, contribuant aussi à une série d'études sur Istanbul dans la série Autrement, mais aussi auteur d'une importante biographie de référence du père fondateur de la Turquie, Kemal Atatürk. Alexandre Jivakov, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui qu'on commence un peu par le pourquoi de cet ouvrage, qui éclaire certainement d'une manière une grande fresque historique, très détaillée, tous les éléments, je dirais, à la fois de contexte de la guerre civile russe de 1917 à 1922. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec les archives russes, des éléments nouveaux qui peuvent éclairer? Est-ce que c'est une analyse prospective qui peut être utile pour l'aujourd'hui de la Russie? Lorsque les éditions Perrin sont venues me proposer ce livre, j'ai été effectivement surpris, pensant que le docteur Jivago faisait l'affaire complètement par le film et d'abord par le livre, naturellement. Et puis ensuite, au fur et à mesure que j'ai commencé à réfléchir, je me suis aperçu que autant
en anglais et en américain, il y avait une véritable littérature, et en français, tel n'était pas le cas. Et pour répondre encore plus précisément à votre question, depuis la fin de l'URSS, des archives ont été ouvertes, au moins pendant la décennie des années 90. Il y a toute une nouvelle école d'historiens russes qui travaillent indépendamment de l'idéologie soviétique et qui donc ouvrent des perspectives très intéressantes. Et puis ensuite, c'est ma responsabilité d'auteur de travailler dans les archives, notamment en Grande-Bretagne. J'ai trouvé des choses très intéressantes. Et donc j'ai essayé de combiner tout cela. Et puis comme vous l'avez dit dans votre aimable présentation, pour bien montrer que c'est une fresque dans laquelle il y a à la fois des partis militaires, une remise en cause fondamentale d'une société, des destructions psychologiques, une espèce de recherche messianique. Et donc, il y a des démarches qui touchent tous les éléments et tout le pays, parce que la Russie est un continent dans lequel le climat, les saisons jouent un rôle considérable. Et c'est tout ce que j'ai essayé de présenter dans mon livre. Et tout s'emboîte d'une manière extraordinaire. J'ai essayé de mettre la mécanique en place. Oui, oui. Alors, le prologue, lorsqu'on commence par le prologue du livre est très parlant en lui-même. Je dirais, lorsqu'on comprend bien le prologue, on voit très bien quelle est la démarche linéaire vers laquelle on va rentrer. Mais ça montre quand même une sorte d'état de déchirement interne très, très profond de la Russie, pas directement à la veille, je dirais, bien sûr, le prologue parle de la veille, quelque part de Saint-Pétersbourg, de l'état de Saint-Pétersbourg, de la rivalité entre Moscou et Saint-Pétersbourg, mais d'un déchirement interne de la Russie qui parle beaucoup des contrastes et des contradictions de cette société russe depuis peut-être une cinquantaine d'années avant, depuis le règne d'Alexandre II. Quel est le contexte de cette révolution ? Vous l'avez très, très, très justement résumé à l'instant. Beaucoup de gens pensaient que la fin du servage et les décisions extrêmement courageuses prises par Alexandre II allaient effectivement permettre à la Russie de régler le problème le plus fondamental, qui était le problème du rapport des paysans et des propriétaires fonciers et de la terre, et donc permettre à la Russie de rejoindre les premiers rangs des puissances mondiales. Et en fait, à la fois, ce progrès économique s'est réalisé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, où il y a un progrès industriel et économique extraordinaire. La métallurgie, le réseau ferroviaire. Voilà. Mais en même temps, le problème de la terre et de la propriété de la terre est resté central parce que la suppression du servage n'a pas pour autant réglé le problème de la propriété. Et beaucoup de paysans pensaient qu'à partir du moment où le servage était remise en cause, achevée, il devenait propriétaire de ces terres. Or, ce n'était pas le cas. Et donc, toute cette espèce d'incompréhension a perduré, d'autant plus qu'elle a alimenté une contestation politique et révolutionnaire avec ce qui sont devenus ensuite les socialistes révolutionnaires, la mise en œuvre d'attentats individuels, d'un terrorisme individuel à la fin du 19e, et à ce moment-là, une espèce de scission fondamentale au sein de la société russe, et donc ce barrage très très connu entre eux et nous. Nous, c'est-à-dire les progressistes, les révolutionnaires, ceux qui étaient censés porter la Russie vers des horizons nouveaux, et à ce moment-là, au profit des paysans, et le reste, c'est-à-dire l'État, l'autocratie et toutes les classes sociales qui allaient avec. Et ensuite, donc, au début du XXe siècle, s'est greffé là-dessus le problème ce qu'on appelle le Parti social-démocrate, avec la scission entre les mencheviks et les bolcheviks, c'est-à-dire les bolcheviks étant la majorité, bolchoï veut dire grand, comme le théâtre éponyme bien connu, et bolchenstvo, c'est la majorité, donc les bolcheviks sont devenus majoritaires du parti, avec Lénine et ceux qui l'ont suivi, et les mencheviks sont devenus minoritaires. Il y a justement cette question de la terre, parce que la question de la terre et la question a donné quand même une certaine assise, je dirais, populaire, un peu à cet état de révolution permanente. Même il y a en fait des parties de l'Église aussi qui, je veux dire, à l'intérieur de l'Église, il y avait quand même aussi parfois en fait des scissions entre une certaine caste supérieure D'abord, une bonne partie de la terre donc, appartenait à l'Église, de la même manière qu'une partie de la terre appartenait, minoritaire bien entendu, appartenait à la couronne en tant que telle. Si on parle de l'Église orthodoxe, à la veille de la guerre 14-18, les quelques 180 millions de sujets de l'Empire russe sont orthodoxes à hauteur de 70%. Donc la confession orthodoxe est majoritaire. Il y a à peu près 10% de catholiques, un peu autour de 5% de protestants, une dizaine de pourcents de ce qu'on appelait mahométans, c'est-à-dire des musulmans, et il y a 4 à 5% de juifs. Voilà. Et donc la majorité de la Russie est orthodoxe, mais l'Église orthodoxe, comme vous l'avez très justement dit, est en fait
très, très différenciée entre la haute hiérarchie, qui fait partie des institutions, d'autant plus que depuis Pierre le Grand, l'Église n'est pas indépendante ni autonome, elle est sous contrôle. Il n'y a pas de patriarcat de Moscou, il y a ce qu'on appelle le Saint-Synode, et le procureur du Saint-Synode est un membre du gouvernement impérial. Il est là pour être, comme disait Pierre le Grand, mon œil, il est là pour surveiller et ordonner l'institution ecclésiale. Et à côté de cette hiérarchie ecclésiale, il y a le clergé, j'allais dire, de rang normal, notamment dans les campagnes, qui est un clergé qui vit très misérablement, très modestement. D'autant plus que vous savez que dans la confession orthodoxe, les prêtres peuvent être mariés et donc ça veut dire qu'ils ont charge de famille et qu'ils doivent donc trouver, comme on dirait ailleurs, un modèle économique. Et en fait, ces prêtres sont relativement peu nombreux. Pour donner un chiffre rapide, il y a, à la veille de la Révolution, à peu près 50 000 prêtres. Pour la Russie, ce qui est peu, alors qu'il faut savoir qu'en France, à la fin du 19e, alors que la population était 3 ou 4 fois inférieure, il y avait 55 000 prêtres. Donc, en fait, il y a très très peu de prêtres dans un continent. Et donc, c'est vrai que l'Église orthodoxe est à la fois très présente, au moins politiquement, symboliquement et par l'institution, et de fait sur le terrain, assez peu présente. Est-ce que... et ça, c'est un point qui est très important, mais est-ce que la gouvernance politique, je dirais, de Nicolas II en tant que tel, il y a eu quand même le coup de 1905, ces événements qui étaient tragiques quelque part. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas des incompréhensions qui se sont mises en place, une mésintelligence, une incapacité malgré tout le développement économique qu'on a souligné, la métallurgie, le réseau ferroviaire, etc. Donc, la Russie était un pays qui intéressait les investisseurs à cette période-là. On se souvient de l'emprunt russe. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une incapacité de l'autocratie russe, quelque part, de prévoir qu'il y avait ces germes dont parlait un peu Dostoïevski, de ce théâtre qui va exploser. Est-ce qu'il n'y avait pas cette dimension-là ? Je ne serais pas le premier à dire des choses sur Nicolas II. Il y a eu d'excellents biographes en France et à l'étranger et en Russie. Parce qu'il a quand même introduit la Douma. Voilà, alors... Nicolas II, vous savez, est arrivé, vous évoquiez tout à l'heure son père, Alexandre III, qui est mort très jeune. Et donc c'est vrai que Nicolas II est arrivé sur le trône jeune, peut-être pas aussi bien préparé qu'il aurait dû l'être, et a fortiori dans une période complexe, puisque vous évoquiez la révolution de 1905 et la Douma, qui fait suite à la guerre russo-japonaise et à la défaite des armées russes et de la flotte russe. Et donc c'est vrai que vraisemblablement, pour faire court, Nicolas II aurait été un très très bon père de famille, un excellent époux, mais je ne suis pas sûr qu'il a parfaitement compris comment la Russie aurait dû s'adapter à cette évolution économique, à cette accélération folle, à toutes ces pressions qui faisaient monter la tension. Et puis par ailleurs, Nicolas II, en tant que oint du Seigneur, était convaincu qu'il était là pour continuer et exprimer une vision monarchique, autocratique, classique. Donc il a concédé la Douma et un certain nombre de réformes en 1905, mais c'est plutôt une concession contre ses convictions les plus personnelles, les plus intenses. Et puis par ailleurs, il a eu la chance d'avoir deux responsables du gouvernement très importants, Witt et Stolypine, mais il a toujours eu des problèmes relationnels avec ses très fortes personnalités. Et ça serait très difficile d'en parler en quelques instants, mais c'est sûr et certain qu'il ne les a acceptés que contraints et forcés. Et beaucoup de gens considèrent que si Stolypine n'avait pas été assassiné comme il l'a été au début de la décennie 1910, vraisemblablement la Russie aurait évolué différemment. Mais on ne refait pas l'histoire. Et donc Nicolas II ensuite a été entraîné en plus avec la guerre mondiale, avec les relations familiales avec le Kaiser, plus l'Angleterre. Il s'est retrouvé ensuite à la tête des armées généralissimes, donc en 1915, ce qui n'était pas non plus le meilleur choix. Et donc ensuite, il y a une accumulation de facteurs qui conduisent à 1917 et malheureusement pour la famille impériale, au sort tragique qu'on connaît en 1918. Et donc, en fait, le qualificatif juridique, c'est guerre civile. On parle de guerre civile. Enfin, c'est pas un avocat que je vais expliquer. Est-ce qu'elle l'est entièrement ? Lorsqu'on connaît en fait un peu tous les les dimensions, les rivalités des puissances, les Alliés, les Allemands, tout l'environnement dynamique quelque part aussi de la Première Guerre mondiale, politique et d'Europe. On peut refaire un peu pratiquement beaucoup d'éléments de comparaison avec ce qui se passe actuellement aussi. Je veux dire, on a ce théâtre qui est très complexe. Est-ce que c'est une guerre civile entièrement ? D'abord, lorsque la révolution de février 17 se réalise,
l'objectif des Alliés, c'est effectivement de maintenir la Russie dans le camp des Alliés, donc de continuer. Donc à ce moment-là, la guerre civile est un sous-produit de la guerre mondiale. Et elle ne devient, dans l'esprit des Britanniques, des Français, des Américains, autre chose, c'est-à-dire le bolchevisme avec le risque d'un impact mondial révolutionnaire qu'après 18. C'est-à-dire qu'on est là déjà en deuxième année de ces événements de guerre civile. Et la révolution d'octobre. Et le coup d'État bolchevique d'octobre, voilà, exactement. Alors en revanche... Il y a une révolution dans la révolution. Une révolution dans la révolution, effectivement. Puisque, effectivement, les premières victimes des bolcheviks sont les révolutionnaires de février 17. En revanche, pour revenir à l'appellation guerre civile et au tragique que ça représente, puisqu'elle oppose des frères, des cousins, parfois des pères et des fils, avec tout l'impact psychologique, voire la folie humaine que cela implique, on est bien dans une guerre civile, puisque ce sont bien des Russes qui combattent des Russes, même si du côté bolchevique, on a utilisé en première ligne des Lettons, qui ont constitué une espèce de garde prétorienne de l'armée rouge et du mouvement bolchevique. Et par ailleurs, que ce soit dans la Tchéka ou dans l'armée rouge, les bolcheviks ont utilisé beaucoup de Chinois qui avaient été importés pendant la guerre pour servir de main-d'œuvre industrielle et qui sont très vite réutilisés par les bolcheviks comme exécuteurs, tortionnaires, etc. Donc très habilement, les bolcheviks ont mis en première ligne des non-russes. Mais il n'en reste pas moins que la guerre civile a opposé des Russes aux Russes et que, encore une fois, se sont produits des déchirements familiaux extraordinaires qui même dans l'émigration russe en France aussi, voilà. elle était très vous évoquiez présente. tout à l'heure les Russes blancs. Mes deux grands-pères étaient officiers de la marine impériale. Mon grand-père maternel a servi à Bizerte dans la base navale qui a été ouverte entre 21 et 24. Lorsque le gouvernement français reconnaît, le cartel des gauches reconnaît le gouvernement soviétique en 24, donc la base est fermée. Une délégation soviétique vient récupérer une partie des bateaux. Elle est dirigée par un amiral Berens, qui est rouge, et la base navale de Bizerte est dirigée par un amiral Berens, qui est blanc, et les deux amiraux sont frères. Eh bien, dis donc, une histoire compliquée. Exactement. Compliquée. Les personnalités saillantes, on ne peut pas refaire, en fait. Il y a le Kerensky, il y a le... mais les deux principales... Du côté rouge, immanquablement, c'est Lénine et Trotsky. Voilà. À ce moment-là, Staline n'est pas en première ligne. Il est en rivalité, et Lénine tire très habilement les fils de la rivalité entre Trotsky et Staline. Mais l'animateur, le fondateur, le père de l'armée rouge, c'est indubitablement Trotsky. Et puis, il ne faut pas oublier Dzerzhinsky, qui est, ose le dire ici, un catholique, c'est un Polonais, et qui est le père fondateur de la Tchéka, qui est donc le système de la Terreur rouge. Et du côté blanc, ce sont des généraux, principalement. Donc, les noms les plus connus sont le fameux Denikin, et puis l'amiral Kolchak. Denikin étant le patron de mouvements volontaires dans le sud, et Kolchak, lui, se retrouve en Sibérie, et donc il dirige le mouvement en Sibérie. Et à un moment, Kolchak est considéré comme le chef des chefs, même si tout ceci reste très théorique, parce qu'il n'y a aucune liaison directe entre le Sud et la Sibérie. Si un homme réussit à passer de l'un à l'autre, il faut un mois, et il n'y a aucune liaison télégraphique directe. Il faut passer, lorsque Denikin veut communiquer avec Kolchak, il doit passer par les Anglais ou par les Français, ce qui, naturellement, en termes de confidentialité, n'est pas la meilleure garantie. Est-ce qu'à des moments, je dirais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ces germes de la guerre civile, ils ont continué d'une certaine manière. Alors, est-ce qu'ils ont été résorbés? Et est-ce qu'aujourd'hui, pour l'actualité, je veux dire, parce que votre livre est une fresque historique, mais il y a beaucoup de prospectifs aussi pour celui qui veut faire des éléments de comparaison. Alors d'abord, dans l'épilogue, je pose la question, c'est comment finit-on une guerre civile? Parce qu'une guerre classique, on la finit par une négociation, un cessez-le-feu. Et donc, un vainqueur et un vaincu. Voilà. Alors de fait, j'arrête la guerre civile, c'est le titre du livre, en 22. Mais en fait, pour beaucoup de Russes blancs, la guerre civile n'a pas fini en 22, parce qu'ils considéraient, selon une formule qui est devenue classique, qu'ils avaient perdu une bataille, mais pas la guerre. Et ils continuaient à vouloir, par d'autres moyens, combattre le régime soviétique. Et vous évoquez la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraisemblablement à ce moment-là que l'essentiel de l'immigration russe a compris que le régime soviétique allait perdurer, et donc... on disait en russe pendant les années 20 et 30 qu'on restait assis sur ses valises, et je pense que c'est à ce moment-là, autour de 1945, que les gens ont posé la valise. Alors pour revenir à l'autre élément de votre question, dans l'esprit soviétique et dans la culture soviétique des années 20 et 30,
l'élément fondateur, l'élément géniteur de la culture soviétique, c'est indubitablement la guerre civile. Et les héros de la guerre civile, les chefs militaires, en dehors de Trotsky, qu'on oublie très très vite dans les années 20, et en dehors du fait qu'on fait remonter Staline, c'est effectivement la guerre civile qui sert de référence. Après 1945, elle s'efface parce que les années ont passé, elle s'efface devant ce que les Soviétiques et les Russes aujourd'hui encore appellent la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire la guerre de 1941-1945 contre l'Allemagne. Aujourd'hui, depuis la Deuxième Guerre, depuis la fin de l'URSS, on redécouvre un peu la guerre civile et on redécouvre une autre lecture du rapport entre les rouges et les blancs, d'où l'intérêt de cette nouvelle génération d'historiens qui effectivement travaillent différemment, dépassionne. Mais ceci étant, quand on suit aujourd'hui tout ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux ou ailleurs en Russie en 2017, on voit encore qu'il y a encore des points d'ancrage et des ruptures idéologiques assez nettes entre ceux qui considèrent que Lénine est vraiment un héros, ceux qui considèrent que Lénine est le fondateur et que Staline n'est jamais qu'un successeur de Lénine. Et donc il y a encore des points marqués. Et puis, la semaine dernière, le patriarche de Moscou a prononcé une homélie, est revenu là-dessus. Il a qualifié la révolution de terrible crime. Voilà, et donc ce qui montre bien que pour l'Église, les choses doivent être encore... il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, d'autant plus que l'Église... moi, dans le livre, je montre comment, quasiment en un an, une petite dizaine de grands dignitaires de l'Église ont été liquidés par le pouvoir rouge. Oui. Donc ça veut dire que les bolcheviks et le régime soviétique a véritablement ciblé l'Église, l'institution, les prêtres, et en voulant, selon la formule consacrée, considérer que la religion était l'opium du peuple. En tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup, Alexandre, de nous donner un peu cet éclairage qui est très utile pour l'aujourd'hui aussi de la Russie et des relations de la Russie avec l'Europe. Merci. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.